Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pilice, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous terminons aujourd'hui la deuxième grande partie de cette encyclique sur la doctrine de l'Église en économie et en société. Je rappelle que cette encyclique traitait en premier point du droit de propriété, ensuite du capital et du travail. Et dans ce capital et travail, il y avait 8 paragraphes. Le dernier consistait en 3 points à considérer. Je n'en avais considéré que 2. Il en restait un. Les exigences du bien commun. Donc, Pie XI déclare que pour la fixation du taux des salaires, on s'inspirera des nécessités de l'économie générale. Et il importe à l'intérêt commun que les travailleurs et les employés puissent, une fois consenties les dépenses indispensables, mettre en réserve une partie de leur salaire afin de se constituer ainsi une modeste fortune. Mais il y a un autre aspect de la question, à peine moins important, qu'on ne peut pas passer sous silence, à savoir la nécessité d'offrir à ceux qui peuvent et à ceux qui veulent travailler la possibilité d'employer leur force. Or, cette possibilité, elle dépend dans une large mesure du taux des salaires, qui va multiplier les occasions de travail, tant qu'ils restent contenus dans de raisonnables limites, et qui va les réduire au contraire dès qu'ils s'en écartent. Donc, nul n'ignore qu'un niveau trop bas ou exagérément élevé des salaires engendre également le chômage. Chômage qui afflige un très grand nombre de travailleurs, qui les plonge dans la misère, et les plongeant dans la misère, va les exposer à 1000 tentations, va consumer la prospérité des nations, et va compromettre évidemment partout dans l'univers l'ordre public, la paix, la tranquillité. Donc à comprimer ou à hausser indûment les salaires dans des vues d'intérêt personnel qui ne tiendraient aucun compte du bien général, du bien commun, eh bien on s'écarterait là de la justice sociale. Justice sociale qui demande au contraire que tous les efforts, toutes les volontés conspirent à réaliser autant que possible une politique des salaires qui offre au plus grand nombre possible de travailleurs le moyen de louer leurs services et de se procurer ainsi tous les éléments d'une honnête subsistance. Pie XI dénonce également les bas salaires qui maintiennent dans la misère, mais aussi les hauts salaires qui seraient conçus dans un but de consommation pour développer la production et pour créer une spirale ascendante. Ça, c'est une vision, la vision d'aujourd'hui, la vision consumériste, une vision matérialiste qui ne peut aboutir qu'au pire. Alors non seulement aujourd'hui, c'est une vision consumériste, mais les salaires ne sont pas hauts. La spirale n'étant pas infinie, eh bien, elle finira par un décrochage qui entraînera les faillites et le chômage. Au même résultat va contribuer encore
un raisonnable rapport entre les différentes catégories de salaires et ce qui s'y rattache étroitement, un raisonnable rapport entre les prix auxquels se vendent les produits des diverses branches de l'activité économique, telles que l'agriculture, l'industrie et d'autres encore, où cette harmonieuse proportion se réalisera. Ces différentes activités eh bien, vont s'unir, elles vont se combiner en un seul organisme. Et comme les parties du corps, elles vont se prêter un mutuel concours, un bienfaisant concours. Donc l'organisme économique et social sera dans ce cas-là eh bien, sainement constitué, et puis il atteindra sa fin. Alors seulement qu'il procurera à tous et à chacun de ses membres tous les biens que les ressources de la nature et de l'industrie, ainsi que l'organisation vraiment sociale de la vie économique, ont le moyen de leur procurer. Donc ces biens doivent être assez abondants pour satisfaire aux besoins d'une honnête subsistance et pour élever les hommes à un certain degré d'aisance, de culture, qui, pourvu qu'on en use sagement, ne met pas d'obstacle à la vertu. L'aisance, la culture, si on en use sagement, ne met pas d'obstacle à la vertu. Mais au contraire, elle va en faciliter l'exercice. Elle va faciliter l'exercice de la vertu. Alors, Pie XI aborde dans cette deuxième partie un troisième point, après le droit de propriété, le capital et le travail. Il aborde la question de la restauration de l'ordre social. Donc ce qui a été dit par Pie XI, de cet équilibre, de cette équitable répartition des biens et du juste salaire, regarde évidemment surtout les individus et ne touche qu'indirectement cet ordre social que Léon XIII s'est appliqué à restaurer selon les principes de la saine philosophie et à organiser plus parfaitement suivant les préceptes sublimes de la loi évangélique. Donc ce qui a été dit sur les salaires et sur cette équitable répartition regarde surtout les individus, mais aussi l'ordre social, bien qu'indirectement. Toutefois, attention, pour affermir ce qu'il a commencé et pour mener à bien la tâche qu'il reste à accomplir, pour en faire retirer à toute la famille humaine de plus amples et de plus heureux fruits, deux choses sont surtout nécessaires pour cette restauration de l'ordre social. Oui. La saine philosophie, il parle de l'encyclique Aeterni Patris. Oui, c'est la philosophie chrétienne, la philosophie thomiste, oui. Donc deux choses sont nécessaires, la réforme des institutions et la réforme des mœurs. Parlant de la réforme des institutions, c'est évidemment tout naturellement l'État qui nous vient à l'esprit. Non pas qu'il faille fonder sur son intervention tout espoir de salut, on n'a pas à fonder sur l'État tout espoir de salut, mais depuis que l'individualisme a réussi à briser et à étouffer cet intense mouvement de vie sociale qui s'épanouissait jadis en une riche et harmonieuse floraison de groupements les plus divers, là il fait référence aux corporations, il ne reste plus guère en présence que les individus et l'État. Donc cette déformation du régime social ne laisse pas de nuire sérieusement à l'État, sur qui retombent dès lors toutes les fonctions que n'exercent plus les groupements disparus, ce qu'on appelle les corps intermédiaires, et qui se voit accablé sous une quantité à peu près infinie de charges et de responsabilités, qui ne sont pas forcément, évidemment, de son ressort. Alors, il est vrai que, par suite de l'évolution des conditions sociales,
bien des choses que l'on demandait jadis à des associations de moindre envergure ne peuvent plus désormais être accomplies que par des puissantes collectivités. Mais il n'en reste pas moins indiscutable qu'on ne saurait ni changer ni ébranler ce principe si grave de philosophie sociale. Quel est ce principe? Ce principe est le suivant. De même qu'on ne peut enlever aux particuliers, pour les transférer à la communauté, les attributions dont ils sont capables de s'acquitter, de leur seule initiative et par leurs propres moyens, ainsi ce serait commettre une injustice, en même temps que troubler d'une manière dommageable l'ordre social, que de retirer aux groupements d'ordre inférieur pour les confier à une collectivité plus grande, plus vaste et d'un rang plus élevé, les fonctions qu'ils sont en mesure de remplir eux-mêmes. Donc ça, c'est le grand principe de philosophie sociale. L'objet naturel de toute intervention en matière sociale, c'est d'aider les membres du corps social et non pas de les détruire, ni de les absorber. L'autorité publique, elle doit donc abandonner au groupement de rang inférieur le soin des affaires de moindre importance ou se dispenserait à l'excès son effort. Elle pourra dès lors, désormais, assurer plus librement, plus puissamment, plus efficacement les fonctions qui n'appartiennent qu'à elle parce qu'elle seule peut les remplir et non pas l'État. Diriger, surveiller, stimuler, contenir selon que le comportent les circonstances ou l'exige la nécessité. Donc les gouvernants doivent être persuadés d'une chose: plus parfaitement sera réalisé l'ordre hiérarchique des divers groupements, selon le principe de la fonction supplétive de toute collectivité, et bien plus grandes seront l'autorité et la puissance sociale. Et plus heureux et plus prospère sera l'état des affaires publiques. Et puis, cela engendrera évidemment la paix sociale. Pie XI limite donc l'intervention de l'État à la nécessité, entre guillemets. Pour lui, l'essentiel de la vie économique est géré par les associations professionnelles et non pas par l'État. L'État doit favoriser ces associations professionnelles. Voilà ce premier point. Non, c'est une introduction à cette restauration de l'ordre social. Il rentre dans le détail en deux points. Premier point, la collaboration des divers corps professionnels. L'objectif que doivent avant tout se proposer l'État et l'élite des citoyens, c'est-à-dire ce à quoi ils doivent appliquer avant tout leur effort, c'est mettre un terme au conflit qui divise les classes. Et ensuite propager, encourager une cordiale collaboration des professions. Évidemment, ici, on est loin de cela dans le programme communiste, dans le programme marxiste, qui ne fait que alimenter cette lutte des classes. Ce que la corporation fait au niveau d'une même profession, l'organisation interprofessionnelle le fera au niveau de la vie économique entière. Donc la politique sociale, elle mettra tous ses soins à reconstituer les corps professionnels. Jusqu'à présent, en effet, la société reste plongée dans un état violent, partant instable, un état chancelant, puisqu'elle se fonde sur des classes que des appétits contradictoires mettent en conflit et qui, de ce chef, eh bien, vont incliner facilement, trop facilement, à la haine, à la guerre. En effet, bien que le travail ne soit pas une simple marchandise,
qu'il faille reconnaître dans ce travail la dignité humaine de l'ouvrier et qu'on ne puisse l'échanger comme une denrée quelconque de nos jours sur le marché du travail. L'offre et la demande opposent les parties en deux classes comme en deux camps. Et ça, c'est ce que la politique, la doctrine sociale de l'Église veut absolument éviter. Le débat qui s'ouvre va transformer le marché en un champ clos où les deux armées vont se livrer un combat acharné. Et donc c'est un désordre, un grave désordre qui va mener à la ruine. Et cela, tout le monde le comprend. Il est urgent de porter donc un prompt remède à cela. Tout le monde le comprend, c'est-à-dire tout le monde qui a la tête bien faite et qui ne recherche pas ses intérêts personnels. Alors, on ne saurait arriver, évidemment, à une guérison parfaite que si, à des classes opposées, on substitue des organes bien constitués, des ordres ou des professions qui groupent les hommes, non pas d'après la position qu'ils occupent sur le marché du travail, mais d'après les différentes branches de l'activité sociale auxquelles ils se rattachent. De même, en effet, que ceux que rapprochent des relations de voisinage en viennent à constituer des cités, ainsi la nature incline les membres d'un même métier, d'une même profession, quelle qu'elle soit, à créer des groupements corporatifs, si bien que beaucoup considèrent de tels groupements comme des organes, sinon essentiels, du moins naturels dans la société. Donc c'est le régime des corporations. L'ordre qui va en résulter, comme l'explique si bien saint Thomas d'Aquin, dans le Contra Gentes et dans la Somme théologique, l'ordre qui va résulter de l'unité d'objets divers harmonieusement disposés, le corps social ne sera vraiment ordonné que si une véritable unité relie solidement entre eux tous les hommes qui le constituent. Or, ce principe d'union, il existe. Ce principe d'union trouve, et pour chaque profession, dans la production des biens ou la prestation des services que vise l'activité combinée des patrons et des ouvriers qui la constituent, ce principe d'union trouve, et pour l'ensemble des professions, dans le bien commun auquel elles doivent, toutes et chacune pour sa part, tendre par la coordination de leurs efforts. Voilà où se trouve le principe d'union. Cette coordination des efforts de chacun, de l'ensemble des professions, dans le but du bien commun. Donc cette union, elle sera d'autant plus forte et d'autant plus puissante, plus efficace, que les individus, que les professions elles-mêmes vont s'appliquer plus fidèlement à exercer leur spécialité et à y exceller. Eh bien, de cela, on conclut sans peine qu'au sein des groupements corporatifs, la primauté appartient incontestablement aux intérêts communs de la profession. Et entre tous, le plus important est de veiller à ce que l'activité collective s'oriente toujours vers le bien commun de la société et non pas vers le bien propre. Pour ce qui est des questions dans lesquelles les intérêts particuliers, soit des employeurs, soit des employés, sont en jeu de façon spéciale, au point que l'une des parties doive prévenir l'abus que l'autre ferait de sa supériorité, chacune des deux pourra délibérer séparément sur ces objets et prendre les décisions que comporte la matière. Donc ce que Léon XIII a enseigné au sujet des formes de gouvernement vaut également, toute proportion gardée, pour les groupements corporatifs des diverses professions et doit leur être appliqué. Les hommes sont libres d'adopter telle ou telle forme d'organisation qu'ils préfèrent, à la condition seulement
qu'il soit tenu compte de la justice et du bien commun. Alors, comme les habitants d'une cité ont coutume de créer, aux fins les plus diverses, des associations auxquelles il est loisible à chacun de donner ou de refuser son nom, ainsi les personnes qui exercent la même profession gardent la faculté de s'associer librement en vue de certains objets qui d'une manière quelconque se rapportent à cette profession. Et comme ces libres associations ont été clairement et exactement décrites par Léon XIII, Pie XI simplement veut insister sur un point: l'homme est libre, non seulement de créer de pareilles sociétés d'ordre et de droit privé, mais encore de leur donner des statuts, des règlements, qui paraissent les plus appropriés au but qui est poursuivi. La même faculté doit être reconnue pour les associations dont l'objet déborde le cadre propre des diverses professions. Et il manquerait à ce triptyque des associations professionnelles une quatrième organisation qui promulguerait le bien religieux, social et civique des travailleurs. Son rayon d'action serait plus spécifiquement l'aménagement du travail en fonction de la foi et de la morale, et non pas des raisons purement économiques qui sont laissées aux autres groupements. Donc cet aspect était jadis compris dans les attributions corporatives, et c'est aussi la pensée de Saint Pie X. Pie XI l'a rappelé dans l'encyclique qu'on avait étudiée, un Singulari Quidam, sur le syndicalisme. Donc Pie XI émet le vœu que les libres associations, qui fleurissent déjà et qui portent de si heureux fruits, se donnent pour tâche, en pleine conformité avec les principes de la philosophie sociale chrétienne, de frayer la voie à des organismes meilleurs, à ces groupements corporatifs, et à arriver chacune, dans la mesure de ses moyens, à en procurer la réalisation. Donc c'est ici une importance sur laquelle Pie XI insiste, importance sur l'ordre corporatiste qui s'accorde avec les expériences de certains régimes. Exemple, le Portugal de Salazar ou l'Autriche de Dollfuss. C'est une petite pique contre le corporatisme mussolinien. Ah oui, c'est différent parce qu'il était... Oui. Inféodé au parti. C'est le problème du fascisme qui peut être favoriser l'État totalitaire. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on n'a pas vu au Portugal de Salazar, ni en Autriche avec Dollfuss. Donc Pie XII se place aussi, le pape Pie XII se placera aussi dans ce prolongement, notamment dans sa lettre à Charles Flory pour les Semaines sociales de France, le 10 juillet 1946. Le deuxième point que Pie XI veut aborder dans cette restauration de l'ordre social, c'est la restauration d'un principe de la vie économique, un principe directeur. Donc avec ce premier point, tout n'est pas fini, tout n'est pas déterminé. Il y a une autre chose qui reste à faire et qui se rattache étroitement à tout ce qui précède. De même qu'on ne peut pas fonder l'unité du corps social sur l'opposition des classes, riches-pauvres, on ne peut pas non plus attendre du libre jeu de la concurrence, ça c'est pour Macron, l'avènement d'un régime économique bien ordonné. C'est de cette illusion, comme d'une source contaminée, que sont sorties toutes les erreurs de la science économique individualiste. Cette science, elle supprime par oubli ou par ignorance, encore que, le caractère social et le caractère moral de la vie économique
pensant que les pouvoirs publics doivent abandonner celle-ci, affranchis de toute contrainte, ils doivent l'abandonner à ses propres réactions, ils doivent abandonner à ses propres réactions la liberté du marché et de la concurrence, lui fournissant un principe directif plus sûr que l'intervention de n'importe quelle intelligence créée. Alors, attention, contenu dans de justes limites, la libre concurrence peut être une chose légitime et utile. Mais jamais, pourtant, elle ne peut servir de norme régulatrice à la vie économique. Et les faits l'ont suffisamment prouvé depuis qu'on a mis en pratique les postulats de ce néfaste individualisme. Donc il faut replacer absolument la vie économique sous la loi d'un principe directeur juste et efficace. La dictature économique qui a succédé aujourd'hui à la libre concurrence ne saurait non plus établir cette fonction, remplir cette fonction. Et elle le peut d'autant moins que, immodérée et violente de sa nature, cette dictature économique, elle a besoin pour se rendre utile aux hommes d'un frein énergique et d'une sage direction qu'elle ne trouve pas en elle-même. Donc, où trouver la solution? C'est à des principes supérieurs, à des principes plus nobles qu'il faut demander de gouverner avec une sévère intégrité ces puissances économiques, c'est-à-dire la justice et la charité sociale. Et cette justice, elle doit donc pénétrer complètement les institutions et aussi la vie tout entière des peuples. Et son efficacité vraiment opérante doit surtout se manifester par la création d'un ordre juridique, d'un ordre social qui informe en quelque sorte toute la vie économique. Quant à la charité sociale, elle doit être l'âme de cet ordre que les pouvoirs publics doivent s'employer à protéger, à défendre efficacement. Ça, c'est la tâche de l'État. Tâche dont ils s'acquitteront plus facilement s'ils veulent bien se libérer des attributions qui ne sont pas du tout de leur domaine propre. Donc que l'État ne s'arroge pas ces attributions qui ne sont pas de son domaine. Il convient aussi que les diverses nations, si étroitement solidaires et interdépendantes dans l'ordre économique, mettent en commun leurs réflexions, leurs efforts pour hâter, à la faveur d'engagements et d'institutions sagement conçues, l'avènement d'une bienfaisante et d'une heureuse collaboration économique et internationale. Donc si on reconstitue les parties de l'organisme social, si on restitue à l'activité économique son principe régulateur, alors se vérifiera en quelque manière du corps social ce que saint Paul disait du corps mystique du Christ. Tout le corps, coordonné et uni par les liens des membres qui se prêtent un mutuel secours et dont chacun opère selon sa mesure d'activité, grandit et se perfectionne dans la charité. Il dit ça aux Éphésiens, chapitre 4, verset 16. C'est à transposer dans la vie économique. Alors, Pie XI récemment a été inaugurée une organisation syndicale et coopérative d'un genre particulier. Pie XI appelle syndicats des groupements de travailleurs constitués à l'intérieur de la profession pour promouvoir et étudier tout ce qui se rapporte à elle. Et ils sont divisés entre patronat et ouvriers. L'objet même de l'encyclique fait donc à Pie XI un devoir de le mentionner et de lui consacrer quelques réflexions opportunes. L'État accorde aux syndicats une reconnaissance légale qui n'est pas sans conférer à ce dernier un caractère de monopole, en tant que seul le syndicat reconnu peut représenter respectivement les ouvriers et les patrons,
que seul il est autorisé à conclure les contrats ou les conventions collectives de travail. Alors, il insiste bien sur le fait que l'affiliation au syndicat est facultative. Et c'est dans ce sens seulement que l'on peut qualifier de libre cette organisation syndicale, vu que la cotisation syndicale et d'autres contributions spéciales sont obligatoires pour tous ceux qui appartiennent à une catégorie déterminée, ouvriers aussi bien que patrons. Comme aussi sont obligatoires les conventions collectives de travail conclues par le syndicat légal. Alors, il est vrai qu'il a été officiellement déclaré que le syndicat légal n'exclut pas l'existence d'associations professionnelles de fait. Les corporations sont constituées par les représentants des syndicats ouvriers et patronaux d'une même profession ou d'un même métier, et ainsi que de vrais et propres organes ou institutions d'État dirigent et coordonnent l'activité des syndicats dans toutes les matières d'intérêt commun. Donc l'organisation professionnelle aura pour but de regrouper tous les participants à une même profession pour gérer leurs intérêts communs. Donc ils sont de fait le complément nécessaire et supérieur des syndicats, qui sans elles peuvent s'opposer en lutte de classe, dominés qu'ils peuvent être par des intérêts égoïstes. Donc l'organisation professionnelle, qui est la corporation, elle était appelée corporation dans l'ancien temps, cette organisation professionnelle, elle permet vraiment l'ordre économique comme unité d'objets divers harmonieusement disposés. Donc les grèves et les lock-outs sont interdits. Si les parties ne peuvent se mettre d'accord, c'est l'autorité qui intervient. Donc les avantages de l'institution sont la collaboration pacifique des classes, l'éviction de l'action et des organisations socialistes, et l'influence modératrice d'une magistrature spéciale. Donc, tenant compte des principes généraux invoqués ici, eh bien, il ne manque pas de personnes qui redoutent que l'État ne se substitue à l'initiative privée, et c'est bien souvent le cas, au lieu de se limiter à une aide, à une assistance nécessaire et suffisante. On craint que la nouvelle organisation syndicale et corporative ne revête un caractère exagérément bureaucratique et politique, et que, nonobstant les avantages généraux déjà mentionnés, elle ne risque d'être mise au service de fins politiques particulières, plutôt que de contribuer à l'avènement d'un meilleur équilibre social. Donc le corporatisme préconisé, c'est celui d'initiative privée et non pas de l'État. Et le principe de subsidiarité s'y exerce pleinement et s'oppose et à l'individualisme et à l'étatisme. Et pour atteindre ce très noble objectif, qui est donc le meilleur équilibre social, et procurer par là le bien réel et durable de la collectivité, il faut d'abord et par-dessus tout la bénédiction de Dieu, et ensuite la collaboration de toutes les bonnes volontés. Et Pion affirme alors qu'il croit, par une conséquence nécessaire, que cet objectif sera d'autant plus sûrement atteint que plus large sera la contribution des compétences techniques, professionnelles, sociales, et plus encore, bien sûr, des principes catholiques et de leur pratique, de la part non pas de l'action catholique, qui n'entend pas développer une activité strictement syndicale ou politique, mais de la part de ceux que l'action catholique aura parfaitement pénétré de ses principes
et préparer à s'en faire les apôtres sous la conduite et le magistère de l'Église. De cette Église qui, même dans le domaine particulier qui vient d'être traité, comme d'ailleurs partout où s'agitent et se règlent des questions morales, ne peut oublier, ne peut négliger le mandat de garder et d'enseigner ce que Dieu lui a confié. Donc on ne pourra pas dire à l'Église « mêlez-vous de vos oignons ». Non, ici, ces oignons, ce sont les siens. Parce que, justement, s'agitent là des questions morales. Donc tout ce qui a été enseigné par Pie XI sur la restauration et sur l'achèvement de l'ordre social ne s'obtiendra jamais sans une réforme des mœurs. Et ça c'est évident, et l'histoire nous en fournit un très convaincant témoignage. Il a existé en effet un ordre social qui, sans être en tout point parfait, parce que le péché originel existe, répondait cependant, autant que le permettaient les circonstances et les exigences de temps, aux préceptes de la droite raison. Et si cet ordre a depuis longtemps disparu, ce n'est certes pas qu'il n'ait pu évoluer ou se développer pour s'accommoder à ce que réclamaient les circonstances et les nécessités nouvelles. La faute en fut bien plutôt, non pas au système des corporations, mais aux hommes. Soit à cause de leur égoïsme endurci, qui a fait qu'ils ont refusé d'ouvrir, comme il eût fallu, les cadres de leur organisation à la multitude croissante qui demandait à y pénétrer, ou soit que, séduits par l'attrait d'une fausse liberté ou victimes d'autres erreurs, ils se soient montrés impatients de tout joug et aient voulu finalement s'affranchir de toute autorité. Donc la faute n'est pas à ce système des corporatifs, mais bien plutôt aux hommes. Donc cette collaboration entre patrons et ouvriers, entre patrons et salariés, à l'intérieur d'un même métier, entre métiers divers, entre métiers et États, entre États eux-mêmes, l'économie contemporaine ayant développé les liens de production et de consommation nationale et rendu les nations dépendantes les unes des autres, soit par les matières premières, soit par l'activité industrielle, eh bien cette collaboration est la cause principale du relèvement matériel et moral des classes les plus basses de la société et de la paix sociale et professionnelle. Donc le pape s'inscrit là en opposition frontale avec la lutte des classes socialo-communistes. Et en cela, Pie XI s'appuie sur le caractère naturellement social et politique de l'homme, auquel participe le travail plus que toute autre activité humaine. La société, tout moral fait de l'union des volontés libres de chaque membre, cette société est incluse en chaque métier, en chaque entreprise. Et donc cette union sociale est obtenue, comment? Eh bien par la charité, par la justice, qui doivent être les fondements du monde économique. Et non pas le laisser-faire, le laisser-passer libéral ou la dictature économique. Enfin, Pie XI veut, comme il l'écrit, faire comparaître le régime économique actuel et le socialisme, son accusateur acharné. Donc il va, dans la troisième partie que nous étudierons la prochaine fois, il va se faire le juge de ce régime économique actuel et du socialisme. Il veut aussi porter publiquement sur eux un jugement équitable, puis, ayant cherché la cause profonde de tant de maux, il veut ensuite indiquer le remède. Le remède primordial
et le plus indispensable, qui est la réforme des mœurs. Donc dans cette partie la troisième partie, eh bien, il va analyser la question du système capitaliste, la dictature économique, la libre concurrence, etc. Et puis le socialisme et le communisme. Voilà. C'est puissant comme encyclique. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.